Aujourd'hui, on regarde le principe des formulaires dans React. On va voir que dans la partie formulaire, il n'y a pas grand-chose qui change. Ça va être en fait des ajouts qu'on va avoir pour être capable de s'accrocher au processus de gestion du formulaire. Parce que habituellement, le formulaire en HTML est fait pour prendre l'information de la page web puis la garrocher quelque part qu'on peut utiliser par la suite. Nous, avec nos éléments React, on va être capable de dire, OK, ben moi, je veux garder ma page web ouverte, je ne veux pas envoyer l'information à l'extérieur, puis je vais pouvoir la traiter avec mon état, mon state habituel qu'on a vu au dernier cours. Fait qu'on va regarder deux exemples ensemble de qu'est-ce que c'est supposé avoir de l'air. Puis après ça, comme d'habitude, je vais vous donner un exercice qui va nous permettre de travailler là-dessus. Puis l'exercice, il va arriver peut-être dans 15-20 minutes après la fin du cours, là, parce qu'il faut comme que je le mette sur GitHub, parce que peut-être que j'étais en retard ce matin, peut-être, je ne sais pas. Donc, on va regarder deux exemples. Un avec un simple input, puis un autre avec une liste de sélection. On va tout de suite aller, dans les derniers cours, je montrais tout le temps la partie class, puis après ça, on allait dans les functional components. Je pense qu'on a vu le principe que les classes, c'était comme les anciennes, le legacy version, qui nous permettait de faire les choses. Fait que là, on va commencer juste à aller tout le temps dans les functional components, juste voir la méthode standard de faire les choses. Donc, on veut utiliser notre ami le formulaire. Fait qu'on va regarder un premier exemple aujourd'hui. On se donne un petit peu de place. J'ai dit on se donne un petit peu de place. Merci. Donc, si on regarde, la majorité des choses qui sont là-dedans, on les reconnaît par rapport à ce qu'on a déjà utilisé. OK? Donc, j'ai un component que j'ai créé. OK? C'est un functional component, c'est sous forme de fonction. Je l'ai appelé input form. J'exporte le input form à l'extérieur. Puis, une fois dans mon app.js, je peux importer ce input form-là, puis l'utiliser à l'intérieur. La première chose qui est spéciale aujourd'hui, j'ai utilisé ce qu'on appelle des JSX fragments. Donc, quand j'ai mon app, okay, j'ai mon return, puis à l'intérieur de mon return, j'ai différents components que je veux aller présenter. La méthode qu'on pourrait penser initialement, c'est celle-ci. Okay? Donc, de faire, j'ai un input form, puis après ça, j'ai un select form qu'on va voir plus tard, puis ça va être ça mon return. La problématique ici, c'est que le JSX, comment il marche, c'est qu'il faut absolument que chaque élément soit à l'intérieur d'une seule balise JSX. Okay? Si on regarde l'application de départ, on passait toujours, mettons, par un div quelconque, puis à l'intérieur du div, on avait les différents éléments qu'on avait besoin. Okay? Donc, mettre des divs dans du HTML, c'est très standard, là, mais c'était obligatoire, en fait, quand on présentait une affaire qui avait plusieurs components un après l'autre. Il fallait le mettre dans une balise qui englobait tout. Si je ne veux pas le div, okay, parce que je suis un puriste d'HTML, des divs, j'en ai assez vu, je ne veux plus en voir, ben, je suis obligé d'avoir un élément qui est quand même englobant les différentes balises. Fait qu'en React, on est capable de faire ça avec une balise qui n'a rien à l'intérieur, qui s'appelle un fragment JSX. En gros, c'est juste une manière de regrouper des éléments pour faire en sorte que ça fasse partie d'un seul tout. Parce que sinon, comme on a vu il y a quelques instants, si je les enlève, il est mécontent parce que après la fin de la balise, de la première balise, c'est supposé être la fin de la partie JSX, puis il est comme, ben là, tu as deux parties de JSX l'un après l'autre, ça ne marche pas. J'ai juste le droit d'avoir un bloc JSX, puis dans le bloc JSX, je peux avoir différents envants, puis comme déployer au fur et à mesure. Fait que pour contrevenir à ça,
on peut utiliser ce qu'on appelle un fragment JSX, un JSX fragment, avec juste une balise vide qui va englober ce que j'ai besoin. Fait que, première chose aujourd'hui, on voit les fragments JSX. Ensuite, on revient à notre ami le input form. Donc, ici, on avait dit, bon, notre input form, c'est notre functional component, ça va bien. Donc, à l'intérieur de ça, je vais vouloir gérer l'état de qu'est-ce qui est marqué dans ma petite boîte. Okay? Donc, pour être capable de gérer les formulaires HTML en React, ben, ça va être à nous de prendre contrôle de l'état de ces formulaires-là, de ces contrôles de formulaires-là. Donc, habituellement, c'est des choses qui comme vivent dans la page, puis qui sont autogérées par le HTML, puis qu'une fois que tu as la bonne chose, tu cliques sur Submit, puis ça l'envoie quelque part sur une autre page web, puis ça t'envoie sur d'autres pages web, et ainsi de suite. Bien, là, ça va être à nous de dire, maintenant, c'est dans mon application, je dois prendre le contrôle de cet élément-là, puis gérer sa modification, puis la gestion de garder ça en mémoire. Donc, pour être capable de gérer ça, il nous faut un état, un state qui représente qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce contrôle-là. Donc, ici, on est en train de regarder juste le premier en haut, là, donc juste le input box avec le Python submit. On va voir le deuxième dans quelques instants. Donc, comment ça va se passer? Bien, j'ai besoin d'avoir l'utilisation du state. Okay? Donc, on avait vu que quand on a des functional components, on utilise la fonction useState. Okay? Donc, quand je veux utiliser cette fonction-là, il faut absolument que je l'importe à partir de ma librairie React. Donc, j'ai ma fonction useState qui me retourne un tableau de 2 cases. Dans la première case du tableau, j'ai le contenu de la variable, de l'état que je suis en train de créer. Puis dans la deuxième case du tableau, j'ai une fonction qui va me permettre de modifier la dite variable d'état. Donc, j'utilise la déconstruction de tableau qui me permet de déconstruire le tableau ici puis de créer des variables à partir des valeurs qu'il y a dans le tableau. Donc, je crée une variable value, puis je crée une variable setValue qui va recevoir l'élément de la première case du tableau, l'élément de la deuxième case du tableau. Donc, je vais pouvoir utiliser value pour dire c'est ça ma valeur, puis je vais pouvoir utiliser setValue pour dire c'est ça que je veux que ma valeur devienne. Fait que ça, c'est ce qu'on a vu au dernier cours. J'ai maintenant un state qui va me permettre de gérer la valeur qu'il y a à l'intérieur de mon contrôle de mon formulaire. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il faut gérer quand je modifie des choses à l'intérieur du contrôle. Okay? Donc, dans le input box, quand je tape des choses, il y a des événements JavaScript, des événements HTML que je peux gérer en JavaScript. Puis, quand je clique sur le Python Submit, aussi, il va falloir que je gère cet événement-là. Fait que quand on fait de la gestion d'événements, habituellement, on va se créer des fonctions utilitaires qui vont handler les événements. Donc, on va avoir 2 différentes fonctions. Un pour le handle change. Donc, à chaque fois que je tape quelque chose là-dedans, le control input va invoquer la méthode qui est disponible sur le onChange. Fait que si je regarde ici, bon, j'ai mon return, j'ai mon formulaire, OK, j'ai juste un label avec le nom, puis à l'intérieur, j'ai un input. OK, bon, je dis que le input, c'est de type texte, c'est le HTML normal. La valeur initiale, je mets que c'est value, puis le onChange. Donc ça, c'est quand je modifie quelque chose à l'intérieur du contrôle, invoque cette méthode-là pour gérer le changement. Donc ça ici, c'est dans le standard HTML. Puis nous autres, on va s'accrocher à ça pour faire gérer ça en JavaScript, puis avec React. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le handle change? Bien, si je regarde ici, le handle change, ça va être une fonction. Donc ici, j'utilise les arrow functions. Donc, c'est une fonction qui reçoit un paramètre qui va être l'événement lui-même. Puis, à l'intérieur de cet événement-là, ça va être les éléments que moi, je vais pouvoir utiliser pour gérer mon affaire. Là, ici, si on va voir input,
ici. Je veux vous montrer ça ici. Peux-tu vous montrer ça facilement? Et voilà. Come on, demande ici. Et voilà. Fait que, en passant, cet élément-là, hein, donc le event, c'est quelque chose qui est décrit dans le standard HTML. Là, hein? Donc, quand on travaille avec des événements, ça crée un event object qui a un paquet de différentes propriétés. Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher, en gros, l'élément dans l'événement qui représente la nouvelle valeur que j'ai modifiée. Donc, habituellement, ce qui va se passer, c'est que dans notre event, on va chercher le target de l'événement, donc l'endroit, l'emplacement où c'est que ça a été modifié. Puis, dans celui-là, il devrait y avoir habituellement le value qui vient avec. Là, il n'est pas juste défini. Ça va dépendre de ce qu'on est en train de travailler. Fait que ici, on dit, ben, dans cet événement JavaScript-là, à partir de notre paramètre d'entrée de l'event, va dans le target de l'event, qui est la modification du contrôle, va chercher la valeur, puis qu'est-ce qu'on fait avec cette valeur-là? Ben, on l'envoie à cette value. Fait que ce qui se passe ici, c'est qu'on a le contrôle en HTML. On va se donner un petit peu de... je peux-tu avoir ça direct? Oui, je devrais. Si je passe ici, puis je fais ça. On va regarder ça ici. Donc, nous, dans notre page HTML, okay, dans le HTML, on a notre input habituel. Okay? Puis, quand l'utilisateur vient écrire des choses là-dedans, nous autres, ça déclenche le onChange event. Hein? Donc, lui, cet élément-là a un objet event dans lequel on a le target qui est le contrôle, puis dans lui, on a le value qui va être qu'est-ce que j'ai écrit à l'intérieur du input. Fait que moi, je vais aller chercher ça pour que dans ma version React de mon application, hein, donc j'ai un component que j'ai appelé input form, puis dans lui, il y a un input, mais dans cette affaire-là, j'ai un état qui contient ma valeur. Ben moi, ce que je veux, c'est que quand je déclenche le onEvent, je veux aller prendre ça puis aller mettre ça là-dedans. Donc, ce que je fais pour être capable de faire ça, ben, j'utilise la méthode onChange pour prendre le event target value puis aller mettre ça dans mon state. Donc, pour être capable de faire ça, il faut que j'utilise mon set value que j'ai créé dans mon programme. Donc, on se donne... Je veux réduire ça. J'ai dit, je veux réduire ça. Ça va donner un petit peu de place. Donc, si on regarde ici, qu'est-ce qui se passe? Dans le input, j'ai sur l'événement onChange, je vais appeler ma méthode handleChange. Donc, dans la gestion des choses, c'est toujours le précurseur handle de l'événement. Donc, le handleChange reçoit notre event. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il y a juste une seule
action, fait que je n'ai pas besoin de mettre des accolades. Donc, j'ai le set value, qui est qu'est-ce que j'ai seté avec mon useState, puis je lui envoie la nouvelle valeur. Fait que ça me permet de synchroniser qu'est-ce qui se passe dans l'HTML avec qu'est-ce qui se passe dans mon application React. Deuxième chose que je peux faire, c'est dire, quand je clique sur le bouton Submit, qu'est-ce qui va se passer? Donc, habituellement, quand je clique sur le bouton Submit, ça envoie la page, les informations de la page à une page externe. Moi, je veux habituellement garder ces informations-là à l'intérieur de mon programme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dire, bon, on submit, je vais exécuter une fonction, encore une fois, que de mon propre cru. Donc, même principe, j'ai créé une fonction qui va recevoir un event, puis qui va faire différentes affaires. Donc, ici, pour être capable de gérer la prémisse de, habituellement, quand je clique sur Submit, ça l'envoie quelque chose quelque part d'autre, puis ça change de page. Nous autres, on ne veut pas faire ça. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire, premièrement, c'est que dans cette fonction-là, on va utiliser la méthode prevent default de l'event. Peux-tu poser une question rapide? Oui, Alain? Quand je travaillais avec JavaScript, souvent, il fallait utiliser, au lieu de type submit, on disait type button pour empêcher que ça l'envoie vers le serveur. Puis il me semble que je disais aussi prevent default, mais c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de faire ça ici? On n'est pas obligé de mettre un bouton, c'est que ça change le fonctionnement du formulaire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui est associées au type submit. Surtout si tu commences à utiliser de la validation de HTML5, ça s'attend à regarder la validation quand tu pèses sur le input type submit. Fait que si tu mets un bouton, c'est qu'il faut comme tout que tu fasses manuellement. Ah, mais si tu fais input type button au lieu de la balise button. Non, c'est ça. Habituellement, si tu utilises de la validation de HTML5, le input type button va juste gérer l'événement, mais ne va pas faire de la validation en plus. OK. Le type submit a des choses de plus, mais comme il faut comme dire, en passant, ne va pas juste sur une autre page. Tu sais. OK. Merci. Mais effectivement, si tu n'as pas de validation, tu peux juste le mettre en bouton, puis ça règle aussi les choses. OK. Mais si on utilise le submit pour le canceller, on utilise le prevent default pour dire ne va pas faire les actions habituelles qui est d'envoyer l'information sur une autre page et ainsi de suite. Puis en plus de ça, moi, je peux aller faire autre chose sur le Python Submit. Donc ici, on a une petite alerte qui dit je vais prendre qu'est-ce qui est à l'intérieur du nom. Donc ici, si je marque Hugo, puis je clique sur le Submit, je peux voir, j'ai le alert box avec le texte, puis la valeur qui a été setée correctement. Donc ici, c'est intéressant parce que si je regarde, je n'utilise pas le target value du tout. Là, OK? Donc, j'utilise la valeur qui vient de les éléments de React, qui a été modifiée à chaque fois que je tapais quelque chose à l'intérieur. Puis, c'est ça que j'utilise pour faire mon affichage. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que je gère toute la partie informationnelle là, des données à l'intérieur de React. Puis, en gros, je fais juste plugger les éléments HTML dans ma gestion de React. Fait que c'est pas mal ça qui se passe quand on travaille avec des formulaires dans une application de React. C'est qu'on va se plugger, puis on va siphonner l'information pour que ça vienne dans notre niveau de React, puis qu'on puisse travailler avec ça à ce niveau-là. OK. Fait que ça, c'était notre premier exemple. On va regarder un autre exemple avec les select. OK, ça va être un peu le même principe. On va avoir une deuxième partie ici. Donc, celui-là, ça va être pour une liste défilante, donc un select avec des options. Donc, on a un peu le même principe, c'est que quand je travaille avec des formulaires dans une application de React,
je veux avoir l'état qui est géré au niveau de React. Donc, je veux avoir ça dans le state du component. Fait encore une fois, on se crée un état quelconque. Okay? Donc, ici, on a une liste des différents éléments, puis nous autres, on décide lequel qui est à l'intérieur. Si je rafraîchis mon application, je peux voir ici que l'élément initial a été sélectionné correctement. Puis, j'ai encore une fois le value puis le set value. En passant, juste un petit rappel, quand on utilise le useState, le nom ici de la valeur puis du nom de la fonction, c'est à notre discrétion. Donc, ici, on utilise value parce que c'est le nom qu'on a habituellement à l'intérieur de l'option, mais j'aurais pu l'appeler banane, puis change ma banane, puis ça aurait été complètement fonctionnel. Hein? Donc, ici, je suis en train de créer des nouvelles variables qui vont être utilisées dans le restant de mon component. Mais c'est moi qui décide du nom. Fait qu'on a le state qui est maintenant disponible. Puis, qu'est-ce qu'on veut faire avec? Bien, on veut être capable de sélectionner les différents éléments. Puis, quand je clique sur Submit, ça m'indique celui qui a été sélectionné. Donc, si je change, puis je clique sur Submit, on peut voir que c'est le bon qui indique qu'on a été sélectionné. Fait qu'on va utiliser les mêmes procédures qu'on a faites précédemment. On va prendre les éléments HTML habituellement, puis on va rediriger l'information vers notre state React pour être capable de gérer ça au niveau de React. Fait que comment est-ce que ça marche? On a encore le même principe. Pour le onSubmit, c'est la même chose. Hein? Fait que on a le handle submit, on reçoit l'event, on prévient les défauts, hein, parce que quand on clique sur Submit, ça envoie ça quelque part d'autre, habituellement en HTML. Puis, on va juste afficher qu'est-ce que nous, on sait qui est notre information dans notre state de React. Puis, pour le select, ben, on a les différentes values. Puis, sur le onChange, on va encore une fois aller chercher le target value. Puis ici, ça va utiliser la valeur que j'ai mis dans les différentes options pour aller mettre ça dans l'élément du state. Donc ici, si je veux voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Excuse-moi, j'ai une question. Oui. Tu peux me redire ce que cette méthode de prevent default, qu'est-ce qu'elle fait? Oui. Donc, prevent defaults, c'est une fonction qui vient en JavaScript puis qui est utilisée dans les events de JavaScript. Okay? Donc, ça ne fait pas partie de React en tant que tel. Si on regarde ici, blablabla, blablabla. Si on regarde là, OK. Donc, c'est par rapport aux événements dans les pages HTML. Donc, le principe, c'est que habituellement, quand je clique sur Submit, le fonctionnement, par défaut, le fonctionnement habituel, c'est de dire, je prends les informations du formulaire, puis j'envoie ça à une page web quelconque qui va traiter les informations, puis qui va me donner une nouvelle page à afficher. Donc, dans le processus HTML initial de base, là, le principe d'avoir un formulaire, c'est que tu rentres des choses, tu cliques sur Submit, ça envoie l'information, puis tu as une nouvelle page qui apparaît. Donc, habituellement, quand tu cliques sur Submit, c'est que ça change de page. Nous autres, en ce moment, on est dans des applications plus modernes qui sont capables de traiter beaucoup plus d'informations à l'intérieur de la même page. Fait que ce que je veux faire, moi, quand je clique sur Submit, c'est juste gérer l'information à l'interne de ma page. Je ne veux pas changer de page HTML. Fait qu'il faut que j'arrête le mécanisme habituel d'envoyer l'information puis de changer de page. Okay. C'est ça que Prevent Default nous permet de faire. Je pense que c'est explicatif. Fait que c'est pour ça que quand je dis, quand dans mon formulaire, habituellement, je clique sur Submit, va faire ça. Puis, quand il fait le handle submit, il dit « Ouais, fais pas ce que tu fais habituellement, moi, je vais gérer ce qui se passe. » OK. Fait que ce que je voulais aller voir, c'est dans notre console, OK, je vous avais parlé qu'il y avait une extension que tu peux aller chercher, qui est le React Development Tool, je crois. Là. Attends, comment ça s'appelle? Blablabla. React Developer Tools. Excellent. Donc, tu peux aller chercher cette extension-là pour Firefox, pour Chrome.
j'imagine que ça existe pour Edge aussi. Puis ça fait en sorte que dans nos utilitaires de développement, on va avoir un nouveau onglet, un nouveau tab qui va être pour les différents components. Puis à l'intérieur de ça, je vais pouvoir aller inspecter les différents components que j'ai dans mon application. Fait que je peux voir dans cette application-là, dans mon Select Form, que le state en ce moment, c'est le nom de la valeur que j'ai indiqué dans mes options. Puis si je le change, je peux voir que ça change l'état à l'intérieur aussi. OK? Donc, on voit ici que la gestion de l'information est vraiment traitée au niveau de React, que je cancelle le HTML standard, puis moi, je prends le contrôle de ce qui se passe. C'est pas mal ça qui est ça pour aujourd'hui. C'était pas trop difficile? Question très rapide. Ben oui. Question très, très simple. Le seul élément que je ne sais pas trop sûr c'est quoi, je sais que ça ne fait pas grand-chose, mais dans ton input type submit, pourquoi tu fais value égale submit? Ça fait quoi ça? C'est juste le nom du value. Je pourrais l'enlever puis ça change effectivement. Ça ne change rien. Pas obligé de mettre ça? Non, non. Okay. C'est un copier-coller de quelque part d'autre. OK. Ça se peut que je peux poser une question? Oui. Ça se peut que tu aies répondu au dernier cours que j'ai pas eu le temps de regarder, désolé. Mais s'il y a je suis là pour ça. S'il y a plusieurs states, parce que là, je vois un state qui s'appelle state, mais on peut-tu gérer plusieurs? On peut probablement gérer plusieurs states. Oui, tu peux gérer plusieurs states. C'est juste qu'il faut utiliser useState à chaque fois que tu vas en créer un nouveau. Fait que OK, ici, ils vont s'appeler comment? C'est toi qui décides. Donc, ici, le value, c'est juste parce que ça a le même nom que qu'est-ce qu'il y a dans les options. OK? Mais c'est vraiment moi qui décide des noms des éléments. Ça te l'a dit que c'était arbitraire, mais quand je regarde, mettons dans le débogueur, c'est écrit state, c'est pas écrit value. C'est le state s'appelle state. C'est ça qui est Ce qui va se passer, c'est que lui, il n'a pas conscience du nom que j'y ai donné à l'intérieur. OK. Fait que si tu regardes ici, je viens d'en rajouter un nouveau. Oui. Qui est maintenant disponible. Puis je peux voir qu'il y a un premier state qui s'appelle coconut. Puis il y a un deuxième state qui s'appelle bonne pour la bonne banane. Mm-hmm. Fait qu'il n'y a pas de nom rassocié avec dans les hooks. OK? C'est à moi, après ça, à l'intérieur, de juste utiliser le bon. Là, je comprends. Fait que lui, il va avoir la liste de tous les différents states, puis il va les gérer comme il est supposé. Là. Donc, on lui donne un nom, puis on donne un nom à son setup. Exactement. OK, merci. Heureux de t'entendre, Mathieu. Une autre petite question rapide. Tu n'utilises pas les props ici, donc, mais il faut quand même marquer props. C'est pas obligatoire non plus. Ça ne change rien. OK. Toujours disponible, ça. Fait que ça couvre pas mal qu'est-ce que je voulais qu'on voit par rapport au formulaire aujourd'hui. Je vais aussi vous faire une petite démonstration de l'application que je veux faire en exercice parce que est un petit peu plus difficile que qu'est-ce que je vous ai donné à date parce que pas difficile en complexité, mais un petit peu plus difficile dans les étapes que je veux que vous soyez capable de passer au travers pour vous rendre jusqu'à la réponse. Fait que je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Fait que aujourd'hui, on va sélectionner notre Pokémon favori. Ouais. Puis dans les Pokémon favoris, il va juste avoir les 3 starters de l'édition initiale là, pour ne pas se compliquer trop la vie. Donc, le principe, c'est que j'ai un menu déroulant, puis dans le menu déroulant, j'ai les 3 options, puis quand je sélectionne l'option, j'ai le bon Pokémon qui est affiché en dessous. OK? Pour être capable de faire ça, la méthode avec laquelle je veux qu'on y arrive, ce n'est pas la méthode la plus simple, mais c'est une méthode qui va nous pratiquer à travailler avec les formulaires. Hein, donc, il y a une sélection à faire ici. Puis, à travailler aussi avec le principe de gestion d'état dans une application React.
Donc, si je regarde à quoi ça ressemble notre hiérarchie de components, donc on a notre app, comme d'habitude, ça prend tout. On va avoir un premier qui va être la sélection du starter. OK? Donc, ici, lui va sélectionner un élément. Puis, on va avoir un autre component qui va être celui qui va afficher l'image. OK? Donc là, ici, ce qui est intéressant avec ça, j'ai perdu ma petite page, on va refaire ça comme ça. 8, 2, 4, 6. Oui. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans cette architecture-là? C'est que j'ai, OK, avec mon petit menu déroulant, puis là, je dis choisis ton Pokémon. Puis avec mon petit menu déroulant. Puis en dessous, j'en ai un avec mon image. Là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'ai un premier component ici, que j'avais appelé quelque chose comme Starter Selector, puisque c'est un Starter Pokémon. Puis ici, j'ai un deuxième component qui est le Starter Show, qui va montrer le Pokémon. OK? Qu'est-ce qui est intéressant en ce moment, c'est que l'information qui est à l'intérieur de celui-là, là, la sélection que je suis en train de prendre, il faut qu'elle soit répercutée puis qu'elle soit utilisée dans le deuxième. Fait qu'il faut que l'état, la modification que je fais dans mon premier component, soit utilisée dans le deuxième. Donc, pour être capable de faire ça, ce qu'il va falloir faire, c'est que la gestion de l'état, donc la gestion de l'état, la gestion de savoir qui c'est qui est capable de gérer l'information, il va falloir que ça se fasse à un niveau global aux deux. Donc, l'état va falloir qu'il soit géré à un niveau qui englobe les deux. Donc, au niveau de mon app, je vais avoir le principe que l'application va savoir. Écrivez. On voit pas oui, je suis en train d'écrire des choses, mais c'est en dessous, là. Donc, la gestion du starter va être au niveau global, au-dessus, au niveau de l'application. Donc, c'est l'application qui va avoir la gestion de l'état. Puis, la gestion de l'état, va falloir qu'elle soit envoyée à nos deux components qui sont en dessous d'eux autres. Question. Oui. Ça ne crée pas un couplage fort, ça, entre les éléments? Pour les... Oui, OK. Le principe ici, c'est que c'est la méthode standard de partager de l'information dans React. Ça fait un couplage fort, mais juste au niveau où c'est utilisé. OK? Donc, en gros, ce qu'on pourrait faire, là, si on voudrait découpler les choses, c'est qu'on pourrait faire ici un component intermédiaire, qui est le juste starter, puis le couplage va être juste à l'intérieur de ça. Mais puisque l'information, il faut qu'elle soit propagée, on n'a pas le choix de l'avoir quelque part à un niveau supérieur. OK. Fait que on peut faire un composant pour ça. C'est ça, là. On va voir plus tard qu'il y a des alternatives à ça, mais sont... mettons que le coût d'entrée, pour comprendre la technologie est assez grand. Alors, fait que c'est la méthode standard pour être capable de gérer de l'état entre les composants. On appelle ça lifting the state up. Donc, tu pars de l'élément qui est à l'intérieur, puis il faut être capable de dire, ben, je prends l'état, puis moi, je suis être capable de le mettre à un niveau plus au-dessus, plus global, pour qu'il soit disponible pour tous. Fait que là, ici, la question, puis la difficulté de l'exercice. Donc, ici, c'est un exercice qui va un petit peu plus loin que qu'est-ce qu'on a vu à date. Là. Fait qu'il faut comme aller chercher un peu, se débrouiller, checker les affaires.
on a le principe qu'on va avoir l'état au niveau de l'application, okay, ou en tout cas du component intermédiaire. Donc, le use state va être au niveau du app. Puis après ça, il va falloir passer les informations à nos components. Là, ici, question récapitulative. Si je veux passer de l'information à un component, c'est quoi la technologie, c'est quoi le mot-clé qu'il faut que j'utilise pour passer des choses à un component? Props. Props! Wow! Fait que, en utilisant des props, on va être capable de propager cette information-là. Là, je n'ai pas terminé l'énoncé parce que je me suis pris à court ce matin. Mais dans les 15-20 prochaines minutes, là, je vais mettre le lien sur Teams comme d'habitude pour que vous puissiez commencer à travailler là-dessus. Merci, Hugo. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Je veux si vous n'avez pas encore terminé votre exercice, ça reste à faire. N'oubliez pas de committer puis de pusher vos affaires pour que ça soit disponible sur GitHub. Moi, c'est de là que je vois si ça ne marche pas. Fait qu'on arrête l'enregistrement pour aujourd'hui.